Vous connaissez probablement Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Dans les années 90, il était tout simplement inarrêtable. Il a gagné près de 400 millions de dollars au cours de sa carrière. Et qu'a-t-il fait de tout cet argent? Il s'est offert des villas somptueuses, il a acheté des tigres exotiques, il s'est offert une flotte de voitures de luxe et même une baignoire dorée estimée à 2 millions d'euros. Mais en 2023, c'est une toute autre histoire. Il est déclaré en faillite. Et en plus de cela, avec 23 millions d'euros de dettes. Comment cela a-t-il pu arriver? Et encore plus important, comment des personnes qui gagnent 50 000 finissent-elles à être plus riches que des personnes qui gagnent 6 chiffres? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 des conseils les plus puissants tirés d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle La psychologie de l'argent. Alors, leçon numéro 1, vous n'êtes pas totalement au contrôle. Et ceci est très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque quelqu'un a réussi, il va vous expliquer de A à Z comment est-ce qu'il a fait pour en arriver à ce succès-là. Et pour vous, ça va paraître logique et surtout plausible. Sauf que dans la réalité, vous n'êtes pas dans le même contexte que cette personne-là. Cette personne-là, à bien des égards, a souvent eu des coups de chance que vous, particulièrement dans votre parcours, même si vous réalisez les mêmes actions, vous n'aurez jamais. Et ceci, c'est difficile à accepter. C'est pour ça que très souvent, les gens nous partagent les méthodes de leur succès. Mais ces méthodes-là ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent faire une activité et travaillent 5 heures par semaine et réussissent à finir millionnaire. Mais vous, si vous faites les mêmes 5 heures par semaine, vous allez finir pauvre. Ne vous y trompez pas. Le message ici est très simple. Dans la réalité, il y a une grande part de chance, mais aussi et surtout de risques que nous, on ne mesure pas, qu'on a pris, qui sont dans chacun de nos succès que nous pouvons observer au quotidien. Et pour cela, je vais vous prendre un exemple marquant. C'est l'exemple de Bill Gates. Bill Gates est né d'une famille plutôt aisée dans l'État de Washington. Dans l'État dans lequel il est né, ça a été l'un des premiers enfants en Amérique à être exposé à un ordinateur. Et lui-même plus tard, lorsqu'il a commencé à écrire sa biographie, il a avoué qu'il y a une grande part de chance dans son succès. C'est qu'il a touché un ordinateur de ses mains très tôt. Alors même que dans son école, ceux de son âge étaient interdits de toucher ce type d'ordinateur, ce type d'appareil dans son école. Le deuxième paramètre avec Bill Gates, c'est que lorsqu'il décide de lancer Microsoft, il ne lance pas cette entreprise comme tous les autres lancent leur entreprise. Il y a une particularité que Bill Gates a et que beaucoup n'ont pas. C'est qu'il a la possibilité de revenir en arrière ou en tout cas retourner faire ses études à Harvard, ce que beaucoup n'ont pas. Beaucoup, quand ils se retrouvent dans une situation où ils doivent prendre des risques, ils n'ont très souvent pas de situation de retour. Donc, est-ce que vous avez la liberté d'esprit qu'il avait à son âge pour se lancer dans ce type de projet? Non. Donc, dès à présent, dès aujourd'hui, commencez à intégrer que dans chacun des succès que vous observez, il y a des paramètres que vous ne pouvez pas expliquer et qui sont à l'origine du succès que vous êtes en train d'observer, tout simplement. Et ces facteurs-là, qui pour certains peuvent être très négligeables, comme par exemple la situation matrimoniale dans laquelle vous naissiez, ou même le pays dans lequel vous naissez, ne sont pas du tout insignifiants dans votre succès. Leçon numéro 2, il y a une très grande différence entre être riche et rester riche. Et l'auteur l'explique très bien. Pour cela, je vais vous donner deux exemples marquants. Jeff Bezos, lorsqu'il décide de lancer Amazon, il prend un gros risque. En tout cas pour son entourage à ce moment donné. Il quitte son salaire de trader à Wall Street qui est bien payé et surtout qui est très bien vu dans la société pour se lancer dans une entreprise où il vend des livres en ligne. Qui fait ça? Personne ne fait ça. Et donc, il prend un très gros risque. Je vais vous donner un autre exemple, c'est celui de Elon Musk. Lorsque Elon Musk gagne ses premiers millions en vendant sa première entreprise Zip2, il embauche à peu près 22 à 27 millions. Ces 22 à 27 millions-là, il les réinvestit presque totalement dans deux entreprises. La première entreprise, c'est Tesla, et la deuxième entreprise, c'est SpaceX. L'histoire raconte même qu'il y a un moment donné de sa carrière où Elon Musk prêtait de l'argent pour payer son loyer. Au final, Tesla et SpaceX sont des entreprises qui valent aujourd'hui des milliards de dollars. Mais est-ce que vous voyez la part de risque qu'il y a derrière? C'est des énormes risques. Et donc, l'auteur dans le livre nous fait comprendre que pour devenir riche, il faut prendre énormément de risques. Mais pour le rester, il faut être un peu plus conservateur, un peu comme Warren Buffett. C'est-à-dire, il faut plus avoir envie de moins perdre l'argent qu'on a déjà que de sacrifier une grosse partie de son argent pour en gagner plus. Il faut être capable de se retenir. Il faut avoir de la retenue. En fait, l'auteur ici explique que lorsque vous êtes devenu riche, pour le rester,
vous devez autant, plus qu'autre chose, détester perdre de l'argent. Et c'est à peu près comme ça qu'il définit les personnes qui restent riches ou qu'il perçoit comme étant des personnes qui resteront riches. C'est des personnes qui détestent perdre de l'argent au-dessus de tout. Donc si on veut résumer cette partie en une phrase, c'est pour devenir riche, il faut prendre énormément de risques. Pour le rester, il faut au-dessus de tout détester de perdre de l'argent. Leçon numéro 3, épargnez pour votre liberté. Vous savez, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce que dans notre société, dans la société actuelle dans laquelle on vit, épargner est difficile. Mais épargner est difficile pourquoi? Parce que épargner, c'est moins sexy. Quand vous dépensez, vous faites une acquisition. Et cette acquisition-là est vue par les autres. Et donc, vous gagnez peut-être en crédibilité, peut-être en statut. Je ne sais pas ce que vous gagnez lorsque vous faites vos différents achats, mais vous gagnez quelque chose. Et peut-être même que ça libère juste de la dopamine en vous et vous êtes plus content, vous êtes plus heureux. Mais sur le court terme. Mais économiser, garder de l'argent, ça augmente votre sérénité, mais ça n'augmente pas votre statut lorsque vous épargnez. Parce que votre argent reste dans votre compte en banque. Parce que personne ne voit l'accumulation de capital qui est en train de se produire sur votre capital, sur votre compte en banque. Donc si vous voulez, on est dans une société où on a commencé à faire croire au maximum par tout ce qui est propagé par les réseaux sociaux que épargner, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien. Pourquoi? Parce que ça nous rapporte presque rien sur l'instant présent. Mais dépenser, ça nous rapporte tout facilement et rapidement. On a de la dopamine qui est libérée, on a des personnes qui nous envient parce qu'ils nous voient dans un restaurant. Et donc on dépense, on achète des nouveaux vêtements, les personnes nous voient. Et donc on dépense, on se fait un voyage, on dépense, donc les autres nous voient. Donc c'est un peu dans cette dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. Mais pour casser un peu l'ambiance là, je vais essayer de vous poser une question. Essayez de me répondre. Qu'est-ce qui est plus important que l'argent? Parce qu'on parle d'épargne, mais qu'est-ce qui est plus important que l'argent? Ce qui est plus important que l'argent, en tout cas selon moi et selon l'auteur dans ce livre-là, parce que je partage son point de vue, c'est la liberté d'avoir plusieurs options. C'est la liberté d'avoir le choix. C'est la liberté de dire un peu fuck à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez quitter l'emploi dans lequel vous êtes. Imaginons par exemple que votre maman est malade et que elle a besoin de vous pendant son opération, pendant les 5 jours à l'hôpital. Vous pouvez mettre votre travail de côté et parce que vous avez une épargne de côté, que vous savez que même si vous perdez votre travail, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose dans votre vie de tous les jours. Et donc, vous pouvez assister votre maman dans ces moments difficiles qu'elle vit. C'est ça le pouvoir de l'argent et donc le pouvoir de l'épargne. C'est que ça vous libère de tout le stress de la vie de tous les jours. Leçon numéro 4, l'argent ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi et surtout des émotions. Et c'est difficile à comprendre les amis, mais vraiment difficile. Il y a deux types de pensées en ce qui concerne l'argent. Il y a la pensée rationnelle qui stipule, prenons un exemple, cette stratégie d'investissement rapporte plus sur 50 ans. Donc, quoi qu'il arrive, je vais investir dans cette stratégie. Il y a la deuxième type de pensée, qui est la pensée raisonnable, qui est cette stratégie est bonne sur 50 ans, mais je sais que ça peut arriver que je panique, que je chute. Et donc, je garde un peu d'argent de côté pour rester serein, quel que soit ce qu'il arrive. Eh bien, dans les deux cas de figure, selon vous, quelle est la personne qui a le plus de chances de tenir sur le long terme, c'est-à-dire d'investir de façon régulière pendant les 50 ans et suivre la stratégie et donc bénéficier des gains de cette stratégie-là dans le futur? Selon l'auteur, c'est la personne ayant la pensée raisonnable. Pourquoi? Parce que la personne qui a la pensée raisonnable, c'est cette personne-là qui a d'abord constitué son épargne de côté avant de commencer à investir. Et où est l'avantage de cette personne-là par rapport à l'autre personne qui n'a pas d'épargne de sécurité et qui investit aussi sur un échantillon de temps de 50 ans? C'est que lorsque va arriver un crash boursier, par exemple, la personne qui a une épargne de côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera serein, sans aucun souci. Pourquoi? Parce que son investissement ne paye pas son loyer. Parce que son investissement n'a aucun impact sur ses finances actuelles, tout simplement. Donc, même s'il perd cet argent-là, il a déjà un matelas sur lequel il peut se reposer. Et ce n'est pas la même chose pour l'autre personne qui investit et qui n'a pas le même matelas. L'autre personne prend un risque à 100% et l'autre prend un risque, on peut dire, à 50%. Parce qu'il y a un autre 50% qui est destiné à à amortir sa chute s'il tombe. Pendant que l'autre, s'il tombe, il s'écrase directement.
Et dans le livre, il y a une très belle histoire qui résume cela. C'est la péripétie de Ronald Read. Vous savez, Ronald Read, c'est un concessionnaire américain qui est mort à l'âge de 92 ans. Et lorsqu'il est mort, il avait plus de 8 millions de dollars à son actif, placés en bourse. Il avait plus de 8 millions de dollars à son actif. C'était quelqu'un de plutôt modeste qui ne gagnait pas un salaire de plus de 5 chiffres par mois. Non, c'est quelqu'un qui gagnait dans les... Si on veut estimer ça aujourd'hui, gagnait à peu près dans les 1400, 1300 dollars tous les mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Ronald Read? La différence entre Ronald Read et les autres investisseurs, il faut savoir que Ronald Read a investi pendant plus de 60 ans, pendant même plus de 70 ans. Donc, il a vu la crise de 1929, il a vu la crise de 2008, mais il est quand même resté serein parce qu'il est mort en 2014. Donc, ses investissements ont tourné pendant presque toute sa vie. Et qu'est-ce qui faisait qu'il était serein? C'est qu'il avait une épargne de côté. C'est que, quel que soit ce qu'il arrivait, il n'était pas seulement discipliné. Parce que la discipline seule ne suffit pas. La discipline plus la sérénité crée la vraie discipline. Parce que s'il y a juste de la discipline, ça veut dire que vous vous forcez tout le temps. Mais il y a des situations pour lesquelles vous ne pouvez pas vous forcer. Si vous devez payer votre loyer et que vous devez retirer l'argent de votre compte dans lequel vous avez investi en bourse, vous allez le retirer parce que vous êtes obligé de payer votre loyer. Mais si vous avez un matelas financier de côté qui est constitué de un an d'épargne qui représente votre salaire, c'est-à-dire votre salaire x 12, vous n'avez pas besoin de partir piquer dans votre investissement pour revenir payer vos charges immédiates. Non, vous allez juste prendre dans votre épargne de sécurité et faire, comment dire, balancer. Donc, c'est cette différence-là qu'il y a entre... C'est vraiment la différence qu'il y a entre la personne qui a une dynamique de discipline, qui va s'arrêter à un moment donné, quoi qu'il arrive, et une personne qui est disciplinée et en fait, il n'y a aucune chance que sa discipline s'arrête, même dans le temps. Donc, s'il n'y avait qu'une seule leçon à retenir de cette partie, je vous dirais, c'est ayez une épargne de sécurité au cas où. Pourquoi vous devez avoir cette épargne de sécurité-là? Parce que vous voulez respecter votre plan initial et que c'est la seule vraie façon de respecter votre plan initial de départ. Je tiens bien à préciser que c'est en matière d'argent. Leçon numéro 5, et bien sûr pour clôturer la vidéo, la richesse est dans ce que vous ne voyez pas. Tout au long de ce livre, plein d'exemples ont été exprimés, ont été relatés, mais j'ai bien aimé cette partie de la richesse est dans ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Et moi qui ai lu le livre, j'estime que c'est vrai. C'est-à-dire que je vous ai parlé de épargner, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais ça en vaut la peine. Parce que à côté de ça, ça vous donne le choix. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs options parce que vous avez cette épargne-là. Vous avez la possibilité, pas de faire ce que vous voulez quand vous le voulez, au moment où vous le voulez, mais vous pouvez tout quitter et surtout, et plus important, ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que vous n'avez pas de remords. Ça veut dire que vous ne traînez pas avec vous quelque chose qui peut vous causer même un AVC à l'avenir. C'est ça, le pouvoir de l'argent, c'est la tranquillité d'esprit. Et je pense que c'est le message principal du livre. C'est essayer au maximum de gagner de l'argent, ensuite de l'épargner correctement pour enfin l'investir de la meilleure façon possible afin de vous constituer ou en tout cas de créer ce qui va être votre tranquillité d'esprit qui n'existe pas peut-être encore aujourd'hui, mais à l'avenir, c'est le but que vous recherchez. Ce n'est pas d'être millionnaire, mais c'est d'avoir la tranquillité d'esprit de faire ce qu'on veut. C'est d'avoir la tranquillité d'esprit d'avoir plusieurs options ou de faire, comment dire, d'avoir le choix parmi les options qui se proposent dans notre vie. N'hésite pas à t'abonner si tu as trouvé ce contenu intéressant. Sur ce, c'était Alfred. Et ici, on parle de l'argent sur 3 angles, c'est-à-dire 1. Comment gagner de l'argent. 2. Comment sécuriser cet argent-là grâce à l'épargne. Et enfin, 3. L'investir afin de créer sa propre source de richesse. N'hésite pas à partager au maximum si tu estimes que cela peut aider de nombreux membres de notre communauté. C'était Alfred. Ciao.